Bonjour, bienvenue à ce webinaire Les Territoires Innovent. Les Territoires Innovent, ce sont des rencontres qui vous sont proposées par l'État, la région Bretagne, l'établissement public foncier et la Banque des Territoires. Ça s'adresse aux collectivités, communes et EPCI, aussi bien les élus que les techniciens. On s'adresse également à un public plus large qui est le bienvenu et on aborde des questions d'aménagement durable, de centralité et de sobriété foncière. Les territoires innovent, ce sont des témoignages de pairs avec des retours d'expérience de collectivités, avec des voix d'élus et des voix de techniciens sur ces sujets-là. Et de quelle manière on le fait? À travers des webinaires, des replays et des fiches de capitalisation. L'aménagement durable, c'est un aménagement pour tous et toutes, et c'est pour ça que l'égalité dans l'aménagement, c'est un sujet d'aménagement durable. Aujourd'hui, les services publics, les équipements, l'aménagement et l'entretien des espaces publics sont portés par des élus et des agents qui ont à cœur de remplir leur mission. Et c'est pourquoi il est parfois difficile d'identifier des situations d'illusion de neutralité et des situations d'inégalité créées par des politiques publiques qui sont conduites de bonne foi dans une logique de s'adresser à tous et toutes. J'espère que le webinaire de ce matin nous permettra d'identifier les situations dans lesquelles il peut y avoir des inégalités et il peut y avoir fréquemment des inégalités si on n'y travaille pas spécifiquement et comment les villes de Quimperlé et les villes de Saint-Brieuc ont pu se saisir de ces questions et apporter des propositions. Merci beaucoup Marianne pour cette introduction. Et donc on vous propose de découvrir un petit peu la thématique à travers un quiz. Donc, pour ceux qui connaissent le fonctionnement, c'est très simple. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher sur votre écran et la possibilité donc de voter et de choisir la bonne option. Alors, si vous êtes prêts, on démarre avec la première question. D'après vous, que désigne l'effet Matilda? Alors, on a trois modalités de réponse. Est-ce que réponse A, ça désigne le fait qu'un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà? Réponse B, l'appropriation par des hommes des recherches scientifiques des femmes. Ou réponse C, à partir d'un certain niveau hiérarchique, les femmes ne peuvent plus progresser. Alors, on vous laisse quelques secondes pour choisir la bonne réponse. On parle là donc d'un concept désormais connu sur le sujet. Et a priori, vous semblez maîtriser aussi la thématique, puisque la majorité des répondants a trouvé la bonne réponse. Et je vais laisser la parole à Simon pour nous détailler un petit peu ce qu'est l'effet Matilda. Donc, en effet, la bonne réponse, c'était bien la deuxième, l'appropriation par des hommes des recherches scientifiques des femmes. Donc, c'est le déni, la spoliation et la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, euh, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. C'est un peu le parallèle de ce qu'on peut également observer avec l'effet Mathieu, qui lui désigne le fait qu'un scientifique éminent va davantage être reconnu pour des travaux qu'un scientifique moins connu qui réalise le même travail. C'est assez explicite et explicité par le cas des prix Nobel, qui souvent, on observe que les femmes sont évincées des remises de prix. Et on a quelques exemples qu'on vous a listés ici. On a par exemple Marthe Gauthier qui a découvert la trisomie 21, Rosalind Franklin qui était pionnière sur l'ADN, la physicienne Meitner pardon, qui a mis au point la découverte de la fission nucléaire et l'astronome Jocelyn Bell, ou encore la physicienne Mileva Einstein, qui est largement effacée de l'histoire par son mari. Donc ça, ce sont des exemples de chercheuses, souvent très peu connues, qui pourtant ont découvert ou fait connaître des éléments très importants qui aujourd'hui structurent la connaissance et la recherche scientifique, et qui donc illustrent l'effet Matilda, soit l'appropriation par les hommes des recherches scientifiques des femmes. Bien joué aux 54%, 4% de bons répondants. Et donc, pour faire un petit point, puisque évidemment les autres bonnes réponses désignaient, enfin, on va dire, désignaient elles aussi des choses qui sont présentes et qui ont un nom. Et donc la réponse A, lorsqu'un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, c'est mansplaining, qui est un petit peu plus connu, je pense. Donc il s'agit d'une forme de sexe ordinaire. Euh, Le terme, c'est un peu un mot valise qui tire son étymologie du mot anglais man explaining, explaining qui explique. Et donc, c'est cette image qu'on a beaucoup, notamment dans certaines séries américaines qui l'ont bien montré, de l'homme qui se croit
sachant et qui va expliquer, évidemment, et étaler l'ensemble de sa connaissance aux femmes. Et donc, on a d'autres termes qui se rattachent et qui ont émergé au sein du mouvement féministe, donc mansplaining, manspreading, mentorrupting et mansjoking. Et donc, l'intérêt de nommer tous ces concepts, c'est justement, derrière ces déclinaisons, de pouvoir en parler et de mettre un mot justement sur tous ces petits comportements du quotidien. Et enfin, le dernier élément, c'était la réponse C que vous pouviez également sélectionner, qui était à partir d'un certain niveau hiérarchique, les femmes ne peuvent plus progresser. Et donc ça, c'est le plafond de verre, ou le glass ceiling en anglais, qui est une expression américaine qui date de la fin des années 70, pendant le mouvement de libération des femmes là-bas, et qui désigne un concept de barrière visible et invisible à la promotion des femmes dans les structures hiérarchiques. Donc on pense directement aux entreprises, mais ça s'étend un peu à tous les domaines. Et donc, c'est parfois difficile d'identifier ce plafond de verre qui entraîne des discriminations réelles. Euh, et donc, il y a l'écart salarial qui est bien connu, mais il y a tout un tas d'autres éléments qui sont peut-être moins visibles. Et une autre conséquence, c'est que les femmes restent désavantagées à diplôme égal en matière d'accès aux formations, aux promotions, à la mobilité professionnelle. Donc ça, ce sont quelques exemples, justement, au-delà du salaire de frein qui sont liés à ce fameux plafond de verre glace ceiling. Merci beaucoup, Simon. On vous propose de passer à la deuxième question qui s'affiche donc sur votre écran. D'après vous, quelle lecture peut-on faire de la très faible proportion des rues portant des noms de femmes en France? Donc, on estime que 3 à 5% des rues seulement en France portent le nom de femmes illustres. D'après vous, est-ce que c'est un symptôme d'un biais structurel dans la fabrique urbaine? Est-ce que c'est une question d'histoire? Il y a eu historiquement plus d'hommes célèbres que de femmes. Réponse C, ce n'est qu'un détail symbolique sans incidence réelle sur l'utilisation de l'espace. Ou réponse D, ce n'est plus un problème puisque les collectivités rééquilibrent progressivement euh, les noms. Alors, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Je crois qu'on était là sur une question relativement facile, puisque vous êtes une grande majorité, bien sûr, à avoir trouvé la bonne réponse, qui était la réponse A. C'est en effet un symptôme d'un biais structurel dans la fabrique urbaine. Alors, pour détailler un petit peu ce qu'on entend par là, cette invisibilisation n'est en fait pas anecdotique ni purement historique. Elle relève d'un processus de fabrication de l'espace par et pour les hommes. C'est un fait qui avait été souligné par l'OCDE dès les années 94-90. Et donc, le nommage des rues est un acte politique qui structure notre mémoire collective. Et le fait de n'attribuer quasiment aucun espace symbolique aux femmes nous amène à penser qu'elles ne participent pas à la société, qu'elles en sont absentes du récit national. Et donc, ça renforce aussi la marginalisation des femmes dans les représentations et donc leur légitimité à occuper, investir et transformer cet espace public. Voilà. Mais bien sûr, la réponse D n'était pas complètement déconnectée puisque c'est un problème dont les collectivités, dont nous sommes collectivement de plus en plus conscients et donc qui tend à être rééquilibré. Et c'est un des sujets dont on va pouvoir discuter ce matin avec les villes de Quimperlé et de Saint-Brieuc. Voilà, on vous propose de passer à la troisième question. D'après vous, quelle est la part en pourcent des budgets alloués aux pratiques sportives dans l'espace public qui ne profitent uniquement aux garçons? Réponse A, est-ce que c'est 30%? Réponse B, 52%. Réponse C, 75%. Alors, vous êtes un petit peu plus hésitant sur cette réponse. Ça oscille entre 52 et 75%. Et on vous donne la bonne réponse tout de suite. Simon, je te laisse la parole. Oui. Donc on est sur une réponse qui est la réponse C, 75%. Et cette question, elle permet d'introduire un élément finalement sur l'absence de neutralité des équipements qu'on déploie et qu'on installe sur l'espace public, qui montre que la concentration des investissements publics sur les équipements sont en fait prisés par les garçons. Quand on pense à l'espace public et équipements des communes, on pense tout de suite par exemple au City Stade, qui sont largement utilisés par les garçons. Ça reflète en quelque sorte un arbitrage politique
qui légitime de fait certaines pratiques par rapport à d'autres. Et cette domination spatiale, elle exclut les filles de l'usage actif de l'espace public, puisque on va souvent les retrouver par exemple sur le banc à côté du City Stade, et avec voilà, une répartition des usages qui va être assez similaire sur tous ces équipements. Et donc, il les confine à une position d'observatrice, à un sentiment de non-appartenance au lieu, qui peut remettre en question justement la légitimité ces filles à occuper l'espace public. Et donc, ça illustre le besoin de repenser la planification en repartant à chaque fois des usages et des besoins différenciés. Donc là, avec ce qu'on amène ici, c'est-à-dire les différences de genre, mais on pourrait amener tout un ensemble de panels, âge, par exemple. Euh, et par ailleurs, le loisir, c'est intéressant d'amener que c'est pas du bonus, c'est un endroit social, notamment pour les enfants dont on parle un petit peu plus ici. C'est un espace d'émancipation, de construction identitaire, de socialisation. Et donc, quand la plupart des équipements y bénéficient aux garçons, on structure un espace public selon des normes viriles, compétitives, où la présence féminine, elle est perçue comme déviante, illégitime. Et donc, ça contribue de fait derrière une hiérarchisation des corps, des pratiques qui se prolongent dans tous les domaines. Donc, dans l'espace scolaire, l'espace professionnel, symbolique. Et donc, voilà, c'était un peu le souhait d'attirer l'attention, finalement, sur ce qui peut paraître comme quelque chose d'assez innocent, mais qui, en fait, structure déjà des choix d'aménagement qui sont totalement dans le sujet souhaite traiter aujourd'hui. Merci Simon. Et là aussi, ce matin, grâce à la ville de Quimperlé et de Saint-Brieuc, on va avoir matière à discuter sur cette question d'aménagement. Alors, on vous propose de passer à la question suivante, qui est plus en lien avec la question des mobilités. D'après vous, dans les transports en commun, quelle proportion des victimes d'injures et d'insultes sont des femmes? Alors, est-ce que ça représente la moitié, 50% des femmes, les deux tiers, environ 70%, ou la totalité, 100% des victimes d'injures et d'insultes sont des femmes? D'après vous, quelle est la bonne réponse? Alors, vous êtes décidément très très fort ce matin puisque la grande majorité a de nouveau la bonne réponse. Je vous laisse encore quelques secondes. La bonne réponse qui était la deuxième modalité, donc les deux tiers. Hop, donc voilà, à savoir que dans les transports en commun, 70% des victimes d'injures et d'insultes sont des femmes, tout comme l'écrasante majorité des victimes de violences sexuelles et sexistes, ce qu'on appelle les VSS. Donc c'est un constat qui est assez voilà, pas forcément réjouissant. À savoir que les victimes de coups et blessures, eux, sont principalement des hommes. On est plus dans voilà, dans les insultes verbales auprès des femmes. 100% des femmes utilisatrices de transports en commun disent avoir déjà subi ces violences sexuelles et sexistes dans les transports en commun, qu'elles soient conscientes ou non que cela relève de ce phénomène. Et dans 50% des cas, la première agression intervient même avant 18 ans. Donc voilà, c'est une problématique relativement importante qui va bien au-delà aussi de l'expérience individuelle, puisqu'elle peut aller aussi jusqu'à créer un sentiment d'insécurité, bien sûr, et à modifier les pratiques de mobilité aussi, puisque d'après la même étude, 9 femmes sur 10 adopteraient des stratégies d'évitement dans l'espace public, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à modifier leur trajet, à réduire aussi l'amplitude horaire sur lesquelles elles sont sur l'espace public, renoncer à certaines activités. Et donc, ça entraîne aussi des pertes d'opportunités économiques ou éducatives. Et on est vraiment, encore une fois, dans un enchaînement de conséquences qui deviennent systémiques. Et ce sont les femmes qui adaptent le plus souvent leur comportement, alors même qu'elles sont victimes. Voilà. Euh, je détaille pas forcément. De la même manière, on va avoir l'opportunité d'y revenir et d'en discuter. On vous propose de passer à l'avant-dernière question. Question numéro 5. D'après vous, comment qualifier l'aménagement urbain qui repose sur l'idée d'un usager neutre, rationnel, mobile et sans contrainte? Est-ce que c'est la réponse A, un aménagement inclusif par défaut? Réponse B, un aménagement urbain universel et adaptable? Réponse C, adapté aux exigences contemporaines? Ou réponse D, biaisé au profil d'un profil masculin dominant? Ah, les réponses sont beaucoup plus hétérogènes. On n'a pas de majorité. Simon, je te laisse amener les éléments de réponse.
Donc, il y a quand même un petit peu plus de vote, 39-38% entre vous pour biaiser au profit d'un profil masculin dominant, qui était la bonne réponse et qui fait écho à ce qu'on a déjà évoqué sur la question 3 et puis qui transparaît un peu de plusieurs questions. Cette idée justement du mythe de l'usager universel, euh, et justement, c'est elle qui est au cœur de l'exclusion genrée dans l'urbanisme, puisque c'est en considérant qu'un aménagement est neutre, qu'en fait, et donc en ne s'intéressant pas aux pratiques directement, qu'on va amener des inégalités d'usage et donc d'occupation de l'espace. Et donc, que ce soit, donc, on a évoqué le genre jusqu'ici, mais les personnes âgées, les enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, les personnes qui ont par exemple, parlent pas la langue majoritairement parlée, tous ces éléments, s'ils ne sont pas pris en compte, vont forcément se répercuter sur l'aménagement. Euh, et donc, c'est ces biais-là qui entraînent des politiques inefficaces, inéquitables, si notre objectif, c'est d'avoir une appropriation égale de l'espace public. Et l'approche genrée, elle vise justement à rendre visibles ces biais par tout un tas d'outils. On va en voir certains justement dans les témoignages qui suivent. Donc, on a ici les marches exploratoires, les enquêtes genrées de satisfaction ou alors l'analyse des temps passés dans un endroit, par exemple, qui permettent justement de comprendre un lieu, comment il fonctionne, pourquoi, qui le fréquente. Et donc, ce sont ces données qui permettent ensuite de penser à un nouvel urbanisme et de repenser des aménagements qui, eux, permettront justement davantage d'inclure toutes et tous. Merci beaucoup, Simon. Et on pose de passer à la toute dernière question. D'après vous, quelle erreur stratégique commettent de nombreuses collectivités sur les enjeux de genre? Réponse A, elles agissent uniquement sur la sécurité. Réponse B, elles externalisent la compétence. Réponse C, elles se focalisent sur des actions de communication. Réponse D, l'ensemble de ces réponses. Alors, on est un petit peu dur ce matin avec les collectivités sur le sujet. Et vous avez, semble-t-il, vous aussi, euh, choisi la réponse, l'ensemble de ces réponses. Pardon, la réponse D, vous êtes une grande majorité à me dire que c'est l'ensemble de ces réponses. Et ben, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, puisqu'en effet, c'est bien l'ensemble de ces réponses. Le plus souvent, les collectivités ont tendance à intégrer une vision universaliste et neutre des politiques publiques, comme on vient de le décrire à l'instant. Et donc de rester dans cette logique de traitement ponctuel et symbolique, c'est-à-dire qu'on va venir réaliser des actions d'éclairage, de surveillance avec des caméras, des campagnes de sensibilisation, des chartes de nommage, etc. Mais l'idéal étant d'avoir quand même une analyse d'ensemble structurelle des politiques publiques locales avec des éléments de budget genré, une gouvernance spécifique, choisir des indicateurs de suivi, une transversalité qui est intégrée dans l'ensemble des documents de planification. Bref, on va recevoir ce matin et pouvoir donner la parole à deux collectivités qui sont des exemples sur ce sujet et qui ont pu créer justement des plans d'action égalité hommes-femmes qui sont euh, très intéressants et qui vont pouvoir nous éclairer sur l'ensemble de cette thématique. Et c'est donc une transition toute faite vers le premier témoignage de la matinée. Je vais donc pouvoir laisser la parole à Madame Trueno et Monsieur Bruxelles, si vous voulez bien, côté ville de Quimperlé, pour nous introduire votre plan d'action. Ok, bah écoutez, merci Margot. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Écoutez, nous allons avec Olivier donc vous présenter notre plan d'action égalité femmes-hommes. Alors bien sûr, on va le présenter de façon succincte, avec des zooms donc sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc l'égalité dans l'aménagement. Alors on peut passer peut-être à la slide suivante. Voilà, lorsque nous avons été élus en 2014, la ville de Quimperlé a décidé donc de s'engager de manière volontariste donc pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, en commençant par mettre en place donc une délégation spécifique en faveur de la promotion égalité femmes-hommes que je porte. Et donc, ce qui était à l'époque assez novateur pour une ville de 12 500 habitants, il n'y avait pas, à l'époque, j'avais regardé, il n'y avait pas beaucoup de villes de cette taille qui avaient nommé une délégation égalité.
Alors, même si nous n'avons signé la charte qu'en 2018, en mars 2018, nous avons néanmoins intégré dès le début de notre mandat de nombreuses mesures visant à diminuer les inégalités au sein de la collectivité, mais aussi à travers nos politiques publiques. Alors, nous avons adopté un premier plan d'action triennal, donc 2020-2022, qui a été prolongé d'1 an du fait du Covid-19 et qui comprenait à l'époque 32 fiches actions qui regroupaient 87 actions. Et puis l'an dernier, un nouveau plan couvrant la période 2024-2026 qui amplifie et complète en fait les actions déjà mises en place. Alors, nous avons identifié 5 axes d'intervention. Alors, construire les bases de l'égalité et du bien vivre ensemble, favoriser l'implication des citoyens et des citoyennes, contribuer à l'égalité pour toutes et tous, s'engager publiquement pour l'égalité, et le dernier, donc favoriser l'égalité, bien évidemment, au sein de la collectivité. Alors, l'axe 1, construire les bases de l'égalité et du bien vivre ensemble. En fait, de nombreuses actions de formation et de sensibilisation sont prévues auprès de différents publics. Ça peut être les associations, les professionnels de la petite enfance, l'espace jeune, le périscolaire, etc., le grand public. Parce que sensibiliser à l'égalité, c'est aussi permettre aux personnes formées d'appréhender le monde autrement en chaussant ses lunettes de l'égalité. Pour nous, c'est important de développer cette culture de l'égalité parce que ça passe par l'éducation du respect mutuel et à l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, bien sûr. Donc, nous avons notamment fait venir Mélissa Plaza pour une conférence en présence notamment des associations sportives de Quimperlé, mais aussi des services périscolaires, de l'espace jeune. Et puis, bien sûr, le grand public était également invité. C'est vrai que de par son parcours d'ancienne footballeuse professionnelle, et puis qui était également doctorante en psychologie sociale, spécialisée dans les stéréotypes de genre dans le sport, son témoignage était vraiment intéressant. Alors, je me souviens qu'elle nous avait parlé des équipements, des infrastructures, de l'encadrement des créneaux qu'on offrait à l'équipe féminine et qui, en fait, n'étaient pas du tout satisfaisants pour permettre une pratique équivalente à celle des hommes. Et à l'époque, nous avions déjà construit des vestiaires féminins pour permettre la pratique du rugby des jeunes filles. Donc, nous étions déjà sensibilisés, si vous voulez, à ces arguments, mais on l'a été encore plus par la suite. Et nous avons mis d'autres choses en place, mais on le verra tout à l'heure avec Olivier. Donc, l'axe 2, c'était favoriser l'implication des citoyennes et des citoyens. Alors, plusieurs actions ont été mises en place pour favoriser l'implication citoyenne. Ici, nous parlons de 2 exemples. L'organisation d'une marche exploratoire. Alors, que faire pour une meilleure appropriation de l'espace public par les femmes? Nous sommes en fait partis du constat que bien souvent les villes actuelles ont été faites par les hommes et pour les hommes. C'est un petit peu ce qui a été dit en introduction. Comment, dans ce cas-là, les femmes peuvent s'approprier l'existant. Nous n'avons rien inventé. Nous nous sommes inspirés de ce qui se faisait ailleurs en organisant donc une marche exploratoire à la tombée de la nuit, à laquelle ont participé une dizaine de femmes. Donc, c'est vrai qu'il s'agit d'un véritable outil pour définir les points à améliorer, pour renforcer la présence des femmes dans la ville, mais aussi leur sécurité. Alors, lors de la restitution avec notre service aménagement, nous avons pu évoquer les mesures correctives face à une situation ou un sentiment d'insécurité. Alors, ce qui est revenu, c'était le manque d'éclairage à certains endroits, la signalétique pour les sanitaires publics, les ajouts de plans aussi dans la ville pour se repérer, l'élagage de certains arbres, la pose d'une rampe dans une rue qui était particulièrement pentue. Ben voilà, bon, et donc ensuite, il y a eu une restitution en présence de ces femmes et les travaux ont été effectués.
Concernant le deuxième exemple dont on voulait vous parler, c'est le coup de pouce égalité. Alors, en fait, nous nous sommes demandé comment nous pouvions inciter les associations à promouvoir l'égalité donc au sein de leurs associations. Donc, plutôt que d'appliquer un malus, nous avons préféré en fait valoriser les initiatives et les actions via une bonification de leurs subventions. Et nos coups de pouce égalité, nous y avons consacré donc une petite enveloppe. Et donc là, un des exemples qui est cité, c'est les séances de self-défense. Donc, il y a eu des séances proposées par notre club de judo. Et en fait, le petit coup de pouce financier qu'ils ont reçu a permis en fait de proposer une séance gratuite à une quarantaine de femmes et de jeunes filles. Et on a remarqué donc que ces formations permettaient aux femmes de se sentir plus en sécurité pour circuler en ville. Ça s'est renouvelé 2 ou 3 fois. Donc ça, c'était intéressant. Et on a un deuxième exemple sur le slide suivant. Voilà. Alors, donc cet exemple-là, donc celui-ci a permis donc de compléter le budget de l'association Enesfest, qui organise une grande fête populaire autour des arts visuels, sonores et nautiques à Quimperlé. Et ainsi favoriser donc la venue de 2 peintres femmes muralistes. Il faut savoir que dans ce milieu, elles sont moins représentées que les hommes, et il nous a semblé important donc de les valoriser et de les mettre en avant. Ce festival avait en plus une programmation musicale paritaire, donc ça, c'était plutôt également à valoriser. Et ces 2 fresques, en fait, sont venues compléter 5 fresques qui avaient été réalisées en 2023 dans le cadre d'un projet intitulé Variations urbaines et organisé par le service culture de la ville. L'idée centrale de ce projet donc, était de réinventer les espaces publics par l'art visuel, l'art mural, en redonnant vie donc, à des espaces délaissés ou en animant une rue. Cela rentrait aussi dans un des axes de notre plan d'action qui était l'accès à la culture pour tous, car contrairement donc à l'art traditionnel souvent confiné dans les musées ou les galeries, l'art mural est accessible à tous et il est gratuit et il est visible en permanence. Ces œuvres en plus permettent à un large public de découvrir des créations artistiques et d'apprécier l'art dans leur vie quotidienne. Excusez-moi. Et puis elle transforme en plus, si vous voulez, les espaces publics en lieu de rencontre et d'échange, en suscitant donc des discussions autour de l'œuvre. Donc c'est plutôt, ça crée des points de convergence dans la ville et ça contribue en plus à renforcer la cohésion sociale. Alors, l'équipe municipale souhaite que la question des femmes soit prise en compte systématiquement lors de la conception et la rénovation des bâtiments. Cela inclut bien sûr les équipements sportifs bâtimentaires, mais pas que. Donc là, je laisse la parole à Olivier qui va vous détailler. Oui, bonjour à tous. Donc c'est vrai que Quimperlé est une ville active et sportive. Donc elle a été labellisée De Laurier et elle contribue vraiment à développer la pratique physique pour toutes et tous. Pour ça, elle a choisi de réaliser en 2023 un diagnostic auprès de la population et des usagers des différents équipements afin de cerner les attentes des pratiquantes et des pratiquants, et d'évaluer un petit peu les freins aussi d'accès à la pratique. Ce qui est ressorti de l'enquête, c'est une aspiration de la population à une pratique tournée vers le bien-être, le plaisir et la santé. Sans disparité entre les aspirations des femmes et des hommes. Voilà, c'est vraiment la tendance qui ressort, c'est surtout santé, plaisir et bien-être, quel que soit le sexe. Ce qui ressort également, c'était la volonté de pratiquer différemment. Plus forcément pratiquer dans une structure privée ou associative, mais de pouvoir pratiquer librement sur l'espace public, sans contrainte horaire ou financière. Et les freins justement identifiés d'accès à la pratique physique, c'était surtout la saturation des équipements d'une part,
et aussi des contraintes horaires sur des créneaux d'activité qui sont peu adaptés au rythme de vie familial et ou professionnel. L'autre frein identifié d'accès à la pratique, ce sont des freins financiers, avec des coûts d'inscription à des structures associatives ou privées qui peuvent être parfois élevés. Donc à partir de cette enquête, la volonté a été d'augmenter la qualité des équipements d'accès libre. Avant, on avait un petit peu un saupoudrage des équipements sur le territoire, mais avec des équipements de petite envergure et peu adaptés aux attentes des pratiquants. Et on a choisi de renforcer nos équipements existants en améliorant leur qualité et leur diversité de pratiques. Par exemple, on peut le voir sur la slide, on a aménagé l'anneau cyclable des frères Zaouter. Donc, c'était un anneau en enrobé de 200 mètres qui était utilisé par le club de vélo et le roller pour ses activités. Et on a choisi de créer à l'intérieur un parc mobile ludique, donc 4e parc mobile ludique de France. C'est un plateau d'apprentissage du savoir rouler à vélo qui comporte des parcours VTT, un parcours au design actif qui incite à la pratique, qui permet des slaloms, des jeux divers, et il y a aussi une partie apprentissage de la sécurité routière avec des ronds-points, des passages piétons, des zones de stationnement pour les bus et ainsi de suite. Et donc cet espace-là qui était utilisé principalement que par les associations préalablement est aujourd'hui utilisé par l'ensemble de la population. Donc on y retrouve du coup beaucoup de familles pour l'apprentissage des plus jeunes sur le vélo. On y retrouve des assistants et des assistantes maternelles qui viennent avec leurs petits pour pédaler. Il y a Quimperlé Communauté qui organise aussi des ateliers de remise en selle justement pour remettre en mouvement les gens à travers la pratique du vélo. On y amène du coup les écoles pour l'apprentissage du savoir rouler à vélo. Donc ça devient véritablement un lieu de vie avec un usage vraiment diversifié et un usage qu'on peut considérer non genré. Voilà, on y trouve aussi bien des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Donc c'est un bel exemple de réalisation d'équipements sportifs. Pascal en parlait, donc la ville a souhaité aussi améliorer la qualité de ses équipements sportifs et d'intégrer la question de l'égalité dans la conception. Donc on peut voir sur la photo du haut donc la rénovation du complexe tennistique qui a eu lieu de 2021 à 2023 où la question de l'égalité s'est posée. Et on a souhaité, du coup, préalablement, il n'y avait que 2 vestiaires. On a élargi à 4 vestiaires. Ces vestiaires ont été pensés avec des cabines de douche individuelles pour favoriser l'intimité. On a placé dans chaque vestiaire des miroirs avec des tablettes et des prises électriques. On a également placé une signalétique adaptée. Donc, sur chaque porte de vestiaire, il y a un petit pictogramme homme ou femme. Pictogramme qui peut être réversible parce que l'usage peut changer suivant les compétitions ou les activités. Tantôt, on peut avoir 4 vestiaires réservés aux femmes, tantôt 3, tantôt 2. Et ça permet en tout cas de bien identifier le vestiaire à un sexe. Autre exemple d'aménagement sur les équipements, c'est l'installation de distributeurs de protection périodique. Alors peut-être Pascal, tu veux en parler un petit peu plus? Oui, d'ailleurs on le voit sur la slide suivante. Ouais. En fait, pendant longtemps, on n'a pas considéré ces produits d'hygiène comme étant de première nécessité et on a surtout sous-estimé la difficulté pour certaines femmes de s'en procurer. Et nous avons donc décidé, depuis quelques années déjà, de mettre des distributeurs de protection hygiénique biologique et gratuite dans certains de nos équipements. Et puis, il se trouve que nous avons eu la chance de remporter un appel à projet de l'État qui nous a permis en fait d'équiper du coup tous nos bâtiments ERP. Alors, soit de distributeurs, soit de corbeilles, puisqu'on n'a pas eu néanmoins assez de sous quand même pour remettre des distributeurs partout. Et puis de prévoir surtout le réassort, parce que c'est pas tout de mettre des distributeurs, il faut aussi prévoir le réassort et également en fait de pouvoir remettre aux filles de CM2
de nos écoles publiques un kit premières règles. Alors là, c'est en cours. On a acheté les kits, mais on est en train de voir avec les infirmières scolaires comment en fait les distribuer. Mais donc ça, c'était vraiment quelque chose sur lequel on travaille déjà donc depuis plusieurs années. Ouais, nos rendez-vous sous les paupières des femmes. En fait, quand nous avons été élus en 2014, nous avons mis très vite en place, dès mars 2015, des rendez-vous sous les paupières des femmes qui durent environ 10 jours pour parler des femmes, porter leur talent, leur engagement, pour découvrir donc leur regard sur le monde culturel, politique, artistique, économique ou sociale à travers donc différentes formes comme des témoignages, des débats, des conférences. Enfin, vous voyez un petit peu tout ce qui peut, des films, des expos, des concerts. Enfin voilà. Et c'est un événement, c'est un rendez-vous annuel vraiment très attendu. Donc on en est à 10 ou 11 éditions là. Et parce que évidemment 2020 avec le Covid on n'a pas pu le faire, mais on a quand même fait sur les réseaux. On a essayé d'agir sur les réseaux. Et donc, c'est un rendez-vous très attendu des Quimperloises, mais aussi des Quimperlois, parce qu'évidemment, l'égalité, ça se conjugue à tous les genres. Et un des rendez-vous donc de Sous les paupières, c'est la rando footing 100% féminine que Olivier a organisée. Oui. Tu peux en dire un mot. Donc depuis 2 ans, on s'est incrusté un petit peu à cet événement. L'idée, c'était de promouvoir des itinéraires de pratique sur l'espace public et des itinéraires sécurisés et adaptés aux attentes des femmes. C'était un petit coup de pouce pour encourager, pour remettre en mouvement. C'est vrai que dans l'enquête, on voyait que certaines femmes avaient des appréhensions à aborder l'espace public ou ne connaissaient pas les sites de pratique. Donc là, on a travaillé avec une association pour concevoir des itinéraires relativement abordables, éclairés, sécurisés. Et puis, de pouvoir proposer ça uniquement à des femmes, ça permet de remettre en mouvement et de promouvoir différentes activités. Donc, on a choisi la randonnée et le footing. Et demain, on l'élargira peut-être à d'autres activités comme le fitness ou autres. Voilà pour cette partie-là. Hop. La cour. Alors, les cours non genrés ou les cours plus égalitaires, tout vaste sujet. La municipalité a choisi de rénover la cour de l'école Kerskine. On peut voir sur la photo du haut, c'était une vue aérienne de la cour comme elle était jadis. Donc, on peut voir une cour très, très minéralisée avec un grand plateau en enrobé, avec le terrain de handball en plein milieu, qui occupe la majorité de l'espace, et un terrain de basket un petit peu plus excentré, mais qui occupe aussi une large place. La municipalité a choisi de rénover cette cour, d'une part sur un aspect un peu environnemental, de la rendre plus perméable, éco-responsable. Il y a eu la création d'un jardin pédagogique, mais aussi de la rendre plus égalitaire. Donc, pour ça, donc vous pouvez voir sur la photo du dessous le résultat après travaux. Donc le terrain de foot qui était préalablement central a été excentré et mis en périphérie. C'est le terrain en stabilisé qu'on peut voir. Ce terrain du coup est rendu ouvert sur l'espace public en dehors des horaires d'ouverture de l'école, et sur le temps scolaire il est exclusivement réservé aux élèves. La partie centrale maintenant a laissé place à un espace végétalisé, à une aire de jeu et une aire bleue. Alors du coup, c'est un sol amortissant qui était préalablement un biodrome, mais il y a eu des petits problèmes techniques sur la réalisation qui l'ont amené à devenir un sol amortissant. Ce sol amortissant aujourd'hui est utilisé pour la pratique de la gymnastique, pour la pratique du judo. Et en tout cas, on a organisé un petit temps d'observation pour recueillir un peu le témoignage des jeunes. Donc, on observe maintenant que alors il n'y a pas forcément plus de mixité,
Par contre, l'ensemble des espaces sont utilisés par les filles et les garçons. Et tous les espaces favorisent l'activité physique. Ce qu'on observe aussi, c'est que les filles ne s'accaparent absolument pas le terrain de sport en périphérie, même lorsqu'il y a des créneaux spécifiques qui sont réservés, même lorsqu'il y a des animations qui sont organisées par les animateurs, les filles n'utilisent pas cet espace-là, voilà, parce que ça ne répond pas à leurs attentes. Voilà, donc il faut qu'on travaille sur cet équipement-là pour le rendre plus mixte et favoriser l'activité des filles sur cet espace-là. Voilà, en tout cas, le climat scolaire est bon et les interactions filles-garçons sont quand même relativement intéressantes. C'est un projet qui a été évidemment pensé avec l'équipe enseignante, hein, avec les élèves, avec les parents d'élèves. Bon. Donc, il y a eu un travail d'observation et on va le continuer pour voir, et puis surtout, comme disait Olivier, essayer que ce fameux terrain de sport finisse par intéresser un petit peu les petites filles, quoi. Donc, c'est des animations, il faut qu'on pense, voilà. Et je pense qu'il y a aussi un problème, comment dire, former les animateurs périscolaires parce que évidemment c'est utilisé également à l'heure de midi et puis pendant les garderies. Donc voilà, on a encore un petit peu de travail à faire là-dessus, quoi. Autre exemple d'aménagement de l'espace public, donc c'est le parc des Gorets. Donc, très beau parc naturel en bordure de rivière. Il y avait précédemment eu une petite aire de street workout en plein milieu du parc. Cette aire de street workout était utilisée exclusivement par des hommes très musclés, on va dire. Et voilà, il n'y avait pas d'enfants, pas de femmes. Voilà, plutôt un profil de pratiquant relativement jeune, on va dire entre 16 et 25 ans, et voilà, très motivé par la musculation. Donc on a réfléchi un petit peu à l'aménagement de ce parc pour diversifier les usages. Donc il y a eu toute une réflexion sur l'aire de jeu, donc qui a été développée avec une tyrolienne, avec une nouvelle structure. Et concernant la pratique sportive, on a choisi donc de déplacer l'aire de street workout qui était vraiment centrale sur le parc et de la mettre un petit peu plus en périphérie. On peut le voir sur la photo du bas. Et cette aire de street workout, elle a été également complétée avec des agrès de fitness. Donc, on a mis un vélo elliptique, on a mis un vélo, on a mis un push and pull, on a mis des steps et on a mis un twister. Donc, on a mis différents agrès qui sont plus tournés sur une pratique un petit peu hygiéniste d'entretien et moins de musculation. Donc je suis retourné un petit peu échanger sur site avec les pratiquantes et les pratiquants. Alors, l'aire de street workout est toujours utilisée exclusivement par des garçons. Par contre, eux me confèrent que depuis que les aménagements ont été réalisés, il y a différents types de pratiquants. Il y a des personnes un peu plus âgées, il y a des femmes, il y a des enfants qui viennent sur les agrès de fitness. Et voilà, ça change un petit peu, l'usage est un petit peu plus diversifié sur la structure. Donc ça, du coup, c'est plutôt une réussite. Pour mettre en mouvement aussi ces installations et ces équipements, il a été jugé nécessaire de réaliser une animation sur le parc. Donc, à la mise en service, on s'est appuyé sur un coach sportif et puis sur l'association de musculation de la ville pour faire une petite animation, pour donner les conseils de pratique, quels exercices je peux faire sur ces machines, comment je peux les utiliser, et puis encore une fois, pour susciter l'envie, donner l'envie et expliquer comment ça marche. Donc cette animation a pas eu énormément de succès. Alors la période choisie, c'était un samedi matin peut-être, où la communication, c'est toujours les questions qu'on se pose. Mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire d'animer et d'expliquer nos équipements si on veut qu'ils soient utilisés par toutes et tous. C'est la suivante.
Donc là, on arrive à l'axe 4, s'engager donc publiquement pour l'égalité. Alors avant de vous parler de la toponymie quimperloise, je fais un petit pas de côté en prenant ma casquette Quimperlé Communauté, parce que je suis également conseillère déléguée à l'égalité femmes-hommes à notre intercommunalité. Donc, alors depuis quelques années, l'agglomération recense en fait dans un programme, dans un flyer, toutes les actions organisées par les 16 communes de l'agglomération dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Et cette année, nous allons ajouter le mot matrimoine à ces journées. Nous avons commencé ce travail en fait de recherche sur le matrimoine en mettant en valeur 6 femmes du territoire grâce à une campagne de communication donc sur les abribus de notre prestataire au mois de mars. Donc ça a commencé début mars pendant 3 semaines et ça a permis en fait de visibiliser les femmes qui dans l'histoire sont bien souvent invisibilisées, hein, on l'a vu dans le quiz. Et cette, une de ces femmes était résistante et on a pu faire après avec sa fille un travail avec les élèves de 4e et qui sera restitué donc pendant les journées du patrimoine et du matrimoine avec en parallèle un spectacle sur les femmes résistantes. Et voilà, on commence on a demandé donc à toutes les communes de ne pas hésiter à réfléchir justement à toutes ces femmes pour les mettre en valeur pendant ces journées et puis évidemment aux alentours de la journée des droits des femmes. Et concernant donc la toponymie quimperloise, alors c'est vrai que d'une manière générale, peu de bâtiments ou d'espaces publics portent le nom de femmes. Quimperlé ne fait pas exception, hein, et cela, une fois de plus, contribue également à la visibilité des femmes dans l'espace public. Et nous avons donc souhaité rebaptiser notre salle socio-culturelle de Quimperlé, donc l'espace Benoît Groult. Donc il s'agit d'un acte fort hein, qui permet de de continuer à rendre les femmes visibles dans la ville. Et d'autant plus que nous avions reçu cette grande dame en 2015 pour un marathon littéraire dans le cadre de notre premier Sous les paupières des femmes. Elle est décédée en 2016 et nous avons donc rebaptisé la salle en 2017 en présence donc comme on voit sur la photo, de ses filles et de sa petite fille. Et en 2017, nous avons également, il y a Simone de Bollardière sur la photo centrale avec Monsieur Le Pinsec, à l'époque, ancien ministre et voisin, puisqu'il habite la ville de Mélac. Simone de Bollardière était l'ancienne présidente du comité de défense de la gare de Quimperlé. Alors sans elle et Monsieur Pinsec qui pendant 52 dimanches sont allés arrêter les trains entre, comme elle nous disait, entre la poire et le fromage en famille. C'est un petit peu grâce à cette action que la gare de Quimperlé a résisté. Donc, et on a souhaité lui rendre hommage en donnant son nom au parvis de la nouvelle gare, puisqu'il y a eu un PEM là, qui a été aménagé autour de la gare. Et on a donc donné son nom, le nom de Simone de Bollardière, qui a également été une militante de la fin de droit de mourir dans la dignité. Voilà. Et puis bien sûr, on a pas mal de lotissements. On a des lotissements, un qui va sortir de terre, et puis d'autres où il y a eu des rues qui ont été rajoutées, qui ont également été dotées de noms de femmes engagées pour renforcer donc la présence des femmes hein, dans la toponymie quimperloise. Alors on arrive à 8%, donc on est un petit peu au-dessus de la moyenne française. Hein, on parlait de 3 à 5%. Donc il y a encore du boulot, quoi. Il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et puis juste pour parler du violentomètre rapidement, en fait, on fait donc avec les habitantes et les habitants de Quimperlé. Un des sujets abordés a été le consentement.
Et le souhait des participants a été que la ville travaille sur un message à destination donc des utilisateurs et utilisatrices des bâtiments. Et avant d'essayer de diffuser plus largement auprès des bars, restaurants, nous avons donc choisi le violentomètre, hein, qui est un outil qui existe, hein, et qui permet en fait de mesurer si une relation amoureuse, professionnelle ou universitaire est basée sur le consentement et ne comporte pas de violence en fait. Et en plus, il comporte des numéros de téléphone d'organismes et d'associations luttant contre ces violences. Donc voilà, on a souhaité, dans un premier temps, en tous les cas, commencer par ça, avec l'idée, mais on a vu que Saint-Brieuc allait en parler, de développer le dispositif demandé à Angela. Ça, c'est vraiment un de nos projets. Donc, je vais être curieuse de savoir un petit peu comment Saint-Brieuc a procédé. Et puis, on arrive à la petite dernière, je crois. Voilà. Alors, c'est l'axe 5, hein, favoriser l'égalité au sein de la collectivité. Alors là, ces deux actions proposées là ont été proposées en partenariat avec Quimperlé Communauté. Alors, nous avons mis en place, alors là, depuis de très nombreuses années, le bandeau Nos métiers n'ont pas de sexe. En fait, ce sont uniquement vos compétences qui nous intéressent. Donc, ce bandeau est apposé sur toutes nos offres d'emploi. Et cette mention donc permet d'afficher dès l'annonce du recrutement que dans nos collectivités, nous sommes attentifs à la mixité des métiers et que oui, si un homme peut postuler à un emploi féminin et inversement, cela permet donc de dépasser les préjugés et les discriminations, car quoi que l'on dise, hein, les métiers restent très genrés et ce bandeau donc participe un peu à dégenrer tous ces métiers. Donc ça, c'est quelque chose qui a dû être mis en place en 2016, donc ça fait déjà quelques années qu'on le pratique. Et effectivement, on a aussi mis en place une formation de sensibilisation pour tous les agents de Quimperlé Communauté et de la ville de Quimperlé. C'était une formation obligatoire. Alors, on a eu quand même nos aides à domicile du fait de leur travail qui, pour la plupart, n'ont pas pu venir, même si on avait mis une séance le soir. On a mis en tout 4 séances sur 2 jours. Et donc, il a été question d'égalité professionnelle, de parité, de lutte contre les violences physiques et psychologiques, de lutte contre les stéréotypes. Ça a amené beaucoup de discussions entre agents. Et en fait, après chaque scénette, eh bien, en fait, les 2 comédiens, donc c'était un homme et une femme, expliquaient avec des chiffres très, très concrètement donc, ce qu'ils avaient voulu démontrer dans ces scénettes, quoi. Et c'est quelque chose qu'on va renouveler parce que depuis qu'on l'a fait, ça fait déjà quand même 3-4 ans, eh bien, il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées. Et surtout, on souhaite reconduire, en fait, en ouvrant aux agentes et aux agents des 15 communes de Quimperlé Communauté, en plus donc de Quimperlé, car je le gardais quand même pour la fin, mais le 9 juillet, on va organiser une petite cérémonie pour une signature collective de la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, parce que les 15 communes ont en effet accepté de signer cette charte. Donc, sachant que Quimperlé et Quimperlé Communauté sont déjà signataires, nous serons donc un territoire résolument tourné vers une culture de l'égalité. Et j'ai eu confirmation, la première intercommunalité en France dont l'ensemble des communes membres seront signataires de la charte et donc elles vont s'engager conjointement donc, en faveur de la charte. Et j'avoue que c'est une grande fierté. Et je remercie d'ailleurs Virginie qui nous regarde peut-être là, de Quimperlé Communauté, avec qui j'ai été voir chaque maire pour leur parler de l'égalité, de l'importance de ce sujet. Et donc voilà. Donc, je voulais finir sur cette petite note plutôt optimiste. Tout à fait optimiste. Dans le temps, je ne sais pas. On est dans le timing, c'est impeccable. Un immense merci pour cette présentation et bravo aussi pour ce plan d'action ambitieux et la
transparence avec laquelle vous avez aussi présenté sa mise en œuvre. On vous invite les participants, participantes à poser vos questions si vous en avez dans le fil de discussion. On va pouvoir en prendre quelques-unes. Et donc, peut-être une première question pour commencer. Pour vous, Quimperlé, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la manière dont ce plan d'action a été approprié par l'ensemble des services de la collectivité et des directions? Est-ce qu'il est relativement transversal aujourd'hui? Voilà, comment vous décririez ce sujet? Alors, il est complètement transversal puisque, en fait, moi, je travaille sur le sujet de l'égalité avec deux personnes du service vie associative, hein, qui est une autre de mes délégations et qui ont donc la délégation égalité. Et tous les trois, nous avons donc reçu chaque élu, chaque adjoint et adjointe de la collectivité. Nous sommes 10 hein, en tout, enfin 9 parce que je n'ai pas compté le maire. Nous sommes 9 adjointes et adjoints. Donc on les a tous reçus avec un technicien ou une technicienne. Et on a échafaudé en fait notre plan d'action avec ces personnes-là. Et c'est pour ça en fait que les services se sont appropriés en fait ce plan d'action. Et on a également mis en place des temps d'échange avec les services, en faisant, vous savez, des Word Café, là. C'est ce qui nous permettait de passer d'une question à l'autre. Ah, on rebranche notre... et que tout le monde puisse échanger sur toutes les questions. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment appréhendé. Et puis, on est très sensible aussi à la sensibilisation des agents. Et avec Quimperlé Communauté, il y a beaucoup de formations sur le sexisme, sur l'égalité professionnelle qu'on a mis en place. Très clair. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous répondez à la question. Si, tout à fait, c'était très clair. Une autre question qui nous est apparue, c'est au sujet donc des aménagements que vous avez pu présenter, donc dans la cour d'école, sur l'aire de street workout. Est-ce que ce sont des projets qui ont vocation à être répliqués dans d'autres écoles, dans d'autres parcs de la ville, ou est-ce que voilà, pour l'instant, ce sont uniquement ces expérimentations? En tout cas, pour les cours d'école, on y réfléchit. Mais en fait, nous, à Quimperlé, on a 4 groupes scolaires. Et en fait, chaque cours d'école est différente. Celle de Kerskine, c'était le groupe scolaire le plus grand. Et il y avait vraiment une urgence. En plus, elle avait, vous avez peut-être vu sur les photos, mais il y avait un immeuble juste à côté. Donc, et ce qu'on ne voit pas non plus sur la photo, c'est qu'il y a eu des plantations d'arbres et que il faut attendre qu'ils poussent. Donc pour faire de l'ombre et puis et donc en fait chaque cours est différente et on va devoir mais on travaille déjà sur une autre cour. Donc effectivement ça va prendre quelques années, hein, on va pas pouvoir le faire, mais effectivement c'est quelque chose qu'on souhaite dupliquer peut-être, mais chaque cours aura sa propre identité, quoi. On va à chaque fois, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est travaillé avec l'équipe enseignante et avec les élèves, donc les besoins ne seront peut-être pas les mêmes. Hein, je ne sais pas si tu es d'accord. Et sur les autres... Et sur les aménagements sur l'espace public, alors oui, comme on disait, on a beaucoup de petites aires sur le territoire et on essaye de rationaliser notre proposition et de faire des aires structurantes. Donc là, on a travaillé l'anneau cyclable, on a travaillé le parc des Gorets et demain, il faut qu'on se penche sur d'autres sites. Ouais. En effet, ouais. Et ce temps d'analyse, justement, est important avant et après pour pouvoir adapter notre action publique, quoi. Sur le même sujet, on a une autre question qui nous arrive. Est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement financier de subventions pour les équipements sportifs et cours d'école? Alors oui, sur la cour d'école, donc on a eu l'accompagnement de l'État sur la DESIL et la DETR. Voilà, on a eu 200 000 euros d'aide sur un projet à 400 000 euros hors taxe. Sur les équipements en accès libre sportifs, donc on a eu sur l'anneau cyclable, on a eu l'aide du plan 5000 équipements génération 2024 de l'Agence nationale du sport.
Donc ça, on a eu également le financement du conseil départemental du Finistère, ainsi que le financement de Quimperlé Communauté. Donc au final, c'est des projets qui ont, enfin, l'anneau cyclable, c'était un projet à 80 000 euros hors taxe, et le reste à charge pour la collectivité était de 20 000 euros. Donc voilà, c'est des projets qui ont pu naître, Bien subventionné. ouais, de par l'accompagnement des différentes collectivités. Très clair. Merci. J'enchaîne parce qu'on a plusieurs questions encore. Est-ce qu'à chaque marché public et pas seulement urbanisme, vous adressez une information spécifique aux prestataires au motif de l'égalité femmes-hommes? Alors, Question suivante. non, je vois que c'est Frédéric qui la pose, hein, Frédéric Pont-de-Mer de la région. Bonjour Frédéric. Alors, au niveau de... Bonjour et merci. Alors, au niveau de Quimperlé Communauté, on le fait. On le fait. Pour chaque marché public, on a préparé un petit guide et c'est quelque chose que je veux dupliquer à la ville de Quimperlé, mais qu'on n'a pas encore fait. Mais effectivement, c'est dans les projets. Donc, il fallait juste que je rencontre mon collègue des marchés publics pour qu'on en discute. Et j'avoue que voilà, j'ai pas eu le temps. Mais oui, c'est dans les projets. Ouais, tout à fait. Ça marche. Merci. Et on va pouvoir prendre une toute dernière question avant de passer à la suite. D'après vos expériences, les actions en non-mixité sont-elles efficaces pour une collectivité qui se pose la question en ce moment d'impliquer plus fortement les hommes parmi les collègues agents dans les actions de soutien à l'égalité, avec difficulté? Dans l'encadrement, c'est ça. Mixité dans l'encadrement, c'est ça. Euh, c'est peut-être plus toi, Olivier. Alors, moi, je comprends les actions d'animation du territoire, en mixité ou en non-mixité, c'est ça? Je pense aux actions 100% voilà. féminines comme le footing. Oui, tout à fait. Ouais, moi, clairement, oui, je pense que c'est une bonne chose. Là, quand on échange avec les femmes, là, on fait un petit temps de convivialité après ce temps. Le fait d'avoir proposé ce temps 100% féminin a été déclencheur pour elle. S'il avait été mixte, elle n'aurait pas osé se remettre en mouvement, elle aurait eu l'impression d'être observée, jugée. Là, le fait d'être entre elles se dit, bon, bah, ok, on y va, on est entre nous, je viens avec une copine, c'est pour essayer. Et voilà, c'était vraiment le regard de la manifestation. C'était un regard bienveillant et de remise en mouvement et d'accompagnement. Donc, je pense là-dessus que ça a été efficace. Et on a d'autres exemples. Hein. On a donc, je vous avais parlé du self-défense 100% féminin. Et c'est pareil, là, les femmes, certaines femmes ne seraient pas venues si ça avait été mixte. Et par exemple, notre club de badminton organise ce qu'ils appellent des tournois 100% féminins et également ils ont remarqué en fait que les jeunes filles, quand elles avaient 13-14 ans, eh ben, soit elles arrêtaient le sport parce qu'elles se sentaient, parce que le badminton, c'est quand même un sport particulièrement mixte en fait, hein, sauf que voilà, jusqu'à 12-13 ans, les petites filles, ben, il n'y a pas de problème. À partir de cet âge-là, eh bien, voilà, avec les motivations changent. Les motivations changent. Et le fait de proposer des cours 100% féminins, ben, elles reprennent confiance en elles. Et au bout d'1 an, 2 ans, hop, elles repartent dans les entraînements mixtes, etc. Donc, je pense qu'à un moment, tous les cas de la vie d'une sportive ou autre, la non-mixité, je pense qu'il y a sincèrement, il y a vraiment des effets positifs. Un vecteur efficace. Oui. Très bien. Et ben merci beaucoup pour ce temps d'échange. Je vous propose de passer au second témoignage et puis de rester avec nous peut-être si vous pouvez donner nous, Monsieur Vauxel, comme ça voilà, vous pouvez continuer à répondre aux questions de participants à la discussion. Merci. Et donc je vous invite côté Saint-Brieuc, Madame Latry, Madame Mazéo, à prendre la parole. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Eh ben impeccable. C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Donc, et merci de nous avoir invités pour présenter quelques actions portées par la ville de Saint-Brieuc.
L'égalité entre les femmes et les hommes est un axe fortement porté par la municipalité. En plus, bon, ben, nous sommes, depuis longtemps, nous n'étions pas donc en gérance de la mairie de Saint-Brieuc. Ainsi, le maire a souhaité avoir une déléguée aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, d'où ma nomination à cette fonction. Elle n'existait pas auparavant, donc c'était déjà un grand pas et je remercie encore toujours Monsieur le maire de l'avoir, pour certains, osé. Il était temps. Le projet politique porté par nos municipalités se décline donc autour de trois axes, que c'était donc, dans notre campagne. Il fallait donc répondre à l'urgence sociale, répondre à l'urgence climatique et répondre à l'urgence démocratique. Ça, c'est nos trois axes. Concernant la politique égalité en termes de calendrier, donc nous avons été élus en juin 2020 au sorti du premier confinement, donc ça a été pas une période facile pour nous. Nous avons du retard, évidemment, par rapport à la ville de Quimperlé, qui est un exemple à suivre. Merci. Dès janvier 2022, nous avons adopté la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, qui nous invitait à traiter la question d'égalité dans nos politiques publiques, et non plus simplement sur notre seule fonction employeur. Donc, nous avons mis en place un réseau interne de référents et référentes égalité avec lesquels nous avons construit notre premier plan d'égalité femmes-hommes qui a été adopté en décembre 2022. Dans 15 jours, nous soumettrons donc au conseil municipal notre deuxième plan d'action égalité. Nous en parlerons brièvement tout à l'heure. Et c'est à ce titre aussi que je fais partie de la commission donc, du personnel. Pourquoi traiter la question de l'égalité? Première raison, bien sûr, ça on le sait tous, que les inégalités perdurent selon le genre, que l'on touche à la question économique, à la sécurité, à la visibilité, à l'occupation de l'espace, à la place dans le débat public. Impulser les actions pour accélérer donc le changement est nécessaire. Mais là, nous sommes aujourd'hui toutes les personnes convaincues de cette façon. Deuxième raison, car notre société, évolution et le rapport au genre évoluent avec elle. Il nous paraît important, et c'est un point que l'on traite dans notre deuxième plan d'action, d'en prendre conscience et de répondre à cette évolution. Je peux dire aussi révolution chez nous. Donc, troisième raison, car en partant de ce film de l'égalité, on peut répondre donc aux questions d'une grande partie de la population. Donc, on va aborder le sujet de l'inclusion en général. Donc, c'est la diapo 3. Donc, Oui. ouais. Voilà, c'est la diapo 3. Alors, les 8 priorités sur notre premier plan d'action égalité, c'est donc éduquer et former à l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit en interne ou à l'externe, notamment auprès de nos jeunes publics. Équilibrer la place des femmes et des hommes dans l'espace public, que ce soit les cours de récréation, les terrains de sport ou tout simplement la rue. La ville de Quimperlé est un exemple, hein, donc on va essayer peut-être pas de faire aussi bien parce que le temps qui nous reste est assez court, mais c'est déjà quand même bien ancré dans nos débats au sein de la municipalité. Équilibrer la place des femmes et des hommes dans l'espace public, que ce soit dans les cours de récréation, les terrains de sport ou tout simplement la rue. Pour les cours de récréation, on a un peu plus de difficultés, mais on en parlera après. Lutter contre le harcèlement dans l'espace public. Pour rappel, on estime qu'environ une femme sur 5 est ou a été victime de violences dans l'espace public. Soutenir un accès égalitaire à la vie associative, sportive, culturelle et citoyenne. Donc là, on rejoint également les actions qui sont déjà mises en place dans la ville de Quimperlé. Promouvoir l'égalité dans la politique de communication et d'animation de la ville. Donc là, c'est une attention soutenue hein, donc, dans la ville. Faciliter un accès égalitaire à l'information et aux services en matière de santé. On sait très bien que les femmes ont une charge mentale quand même assez importante. Et, on essaye de mettre un bus, c'est déjà lancé par l'agglomération, pour les problèmes de santé sur le plan du cœur. Développer l'égalité dans les conditions de vie au travail et l'articulation des temps de vie. Favoriser la mixité des filières et un égal accès aux postes de responsabilité. Bon, là aussi, il y a eu des progrès. Donc, ces 8 axes se déclinent en 35 actions que je vais brièvement vous présenter.
Donc, parmi nos 35 actions, 15 actions visent nos agents et agentes, 20 actions visent la population. Parmi nos 15 actions en interne, certaines actions rapides à mettre en place, par exemple, l'exposition de tous les métiers sont mixtes, le titre c'est tous les métiers sont mixtes, ou la revue de presse égalité qui existe depuis près de 2 ans et qu'on évaluera cette année. Certaines actions répondaient à une obligation de l'employeur, par exemple la mise en place d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination et de harcèlement, ou l'aménagement des locaux sociaux pour le genre le moins représenté dans les métier fortement genré. Ça a été repris aussi tout à l'heure par la ville de Quimperlé, dont je ne vais pas détailler parce que c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Certaines actions s'ancrent dans un temps long, représentant un engagement fort et durable de la collectivité. Par exemple, la lutte contre les contrats et le temps de travail précaire. Après, vous verrez une diapo, donc la diapo 5, elle est là. Donc, parmi nos... Non, c'est pas celle-là, si, c'est C'est la suivante. si, c'est ça, diapo 5, ça. Parmi nos 20 actions à l'externe, vous pouvez voir en rose, je ne sais pas si tu l'as... Si, oui. Ouais. Les actions que nous avons portées et que nous allons vous présenter. Alors, oui, aménager des cours d'école non genrés. Ben, j'étais à un conseil d'école hier soir, c'est pas toujours évident, mais enfin, nous ne lâcherons rien. Féminiser les noms d'espace et d'équipements publics. Alors là aussi, c'est pareil, c'est pas facile, mais on continue, on impose, on va un petit peu en force. Mettre en place l'arrêt de bus à la demande à nuit. Alors ça a été, ça a été une action demandée par la ville de Saint-Brieuc. Et donc, l'agglomération de Saint-Brieuc a accepté et a commencé à mettre en place cette action. Organiser des marches exploratoires, ça aussi on le fait et on a encore à faire. Donc, développer le dispositif Angela qui est mis en place pratiquement dans la première année. Et on continue parce que c'est pas non plus toujours. Donc, on a commencé avec les commerçants. Expérimenter le dispositif J'allume ma rue. Donc, on a pris pour exemple une rue pour J'allume ma rue. Donc, c'est un dispositif quand même qui est assez onéreux. Et moi, j'habitais à côté de cette ville mis en dispositif et donc je pouvais prendre contact avec les habitants. Il y avait un inconvénient, c'est la rue. Eh ben oui, quand on avance, c'est bien éclairé, mais dès qu'on a passé, on se trouve dans le noir derrière. Donc, il y a un petit problème. Mais enfin, on tient quand même peut-être à développer cette action. Voilà, donc, où j'en suis, j'ai demandé un peu, voilà, Facile. le dispositif, et J'allume ma rue, et faciliter la participation des femmes aux réunions de concertation. Là-dessus, ben, je vais laisser la main à Irène, qui est notre référente égalité depuis mars 2024. Vous voyez, donc, on avait quelqu'un avant, mais là, je remercie Irène de s'impliquer totalement dans cette euh, identité. Voilà, merci Irène. La première action du coup, dont je vais vous parler, c'est l'aménagement des cours d'école non genrés. Donc, même logique que ce qui a pu être expliqué par Quimperlé, hein, qu'on est des sont très peu partagées au final, avec le terrain de foot toujours, hein, cette question d'aménagement, le terrain de foot qui est en centrale. C'est pas qu'une question d'aménagement, c'est aussi une question d'éducation, de culture. Les filles jouent moins au sport que les garçons. Quand elles veulent jouer, ben voilà, une fille qui a envie de jouer au foot, elle se fait pas forcément bien accueillir par les garçons qui aiment bien garder la place. C'est aussi des questions de règles de sécurité et de codes qui sont posées par les adultes. Voilà, non, vous n'avez pas le droit de sortir les jeux de société, non, vous n'avez pas le droit de sortir les livres, tout ça, ça a des impacts. Ou ça, c'est un endroit qu'on réserve pour la corde à sauter, parce qu'attention, il y a le terrain de foot, il ne faudrait pas vous prendre un ballon. Tout ça, c'est aussi notre fonctionnement, en tout cas le fonctionnement de l'école et posé par les adultes qui jouent sur la répartition de l'occupation dans la cour. Donc l'objectif, c'était de ramener un équilibre dans l'occupation des cours. Alors ce qui a été fait, c'est que la ville s'est rapprochée du CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Côtes d'Armor, et il y a eu un engagement à travailler sur 3 cours d'école. Donc la première a été terminée en septembre de l'année dernière. La deuxième est en passe d'être terminée
et on va démarrer la troisième cour d'école à la rentrée. Les enjeux de ces cours d'école. On n'a pas travaillé que la question de la mixité. Quand on travaillait la cour d'école, c'était 3 enjeux, la mixité, la végétalisation et l'accessibilité aussi de la cour d'école. Donc, ce qui a été fait en termes de méthode, c'est il y a eu un premier temps d'information entre le CAE, le service de la ville et l'équipe enseignante et l'équipe périscolaire pour présenter le projet et présenter la méthode qui était retenue pour porter ce projet-là. Après, il y a eu des temps d'atelier dans chaque classe pour discuter avec les élèves de comment ils occupaient la cour aujourd'hui, de ce dont ils avaient besoin, de ce qu'il faudrait pour améliorer la cour. Un temps aussi avec les agents périscolaires, parce que c'est extrêmement important de ne pas oublier ces collègues-là qui interviennent sur cet espace. Nous, la limite qu'on a eue dans l'exercice, c'est que le CAE n'était pas forcément la question du genre et la question de la mixité n'était pas de son point fort. Voilà, c'est vraiment, c'était plus sur la question paysagère. Donc, toute cette partie-là a été travaillée avec les enseignants. Les enseignants ont porté ces questions, ont travaillé notamment avec les élèves sur un plan de l'école et ils devaient dessiner sur un calque où est-ce qu'ils occupaient, où est-ce qu'ils se positionnaient dans la cour d'école en général pendant les récrés. Et puis après, on mettait tous les calques les uns au-dessus des autres et puis on faisait le constat qu'effectivement, on était sur une très très forte occupation des garçons, de la cour d'école par les garçons et des filles en périphérie. Et du coup, comme ça, ils ont pu rebondir sur la question des stéréotypes et faire avancer en fait ce sujet-là. Fort de toute cette matière-là, du coup, le CAE a proposé un projet d'aménagement qui a été présenté aux élèves, aux enseignants et aux équipes du périscolaire. Puis, on a démarré les travaux. Alors, on a mis à contribution les élèves sur les travaux. Alors, les travaux ont été portés en régie. Déjà, ça, c'est le premier point, pour des raisons financières en premier lieu. Mes travaux portés en régie. Les élèves, les équipes enseignantes, les parents ont été mis à contribution et ont pu fabriquer du petit mobilier modulable. Je crois que ma deuxième photo n'est même pas bien passée. Normalement, vous auriez pu voir le mobilier modulable qui avait été proposé. Donc, des tables en bois, des bancs, des petites cabanes, etc., qui avaient été faits justement pour répondre aux besoins qui avaient été identifiés. En termes de budget, pour une cour, on a compté environ 35 000 euros d'achat de matériel, donc principalement du bois, mais ça peut être aussi la location des engins pour pouvoir intervenir. Si on valorise l'ensemble des dépenses, donc en incluant le temps de travail des services techniques, on est sur un budget d'un peu plus de 100 000 euros. Donc, vous voyez que c'est un investissement quand même assez conséquent. Donc, c'est pour ça que aussi en termes de déploiement, c'est pas possible d'imaginer faire toutes les écoles d'un coup. C'est un projet en termes de temps qui dure sur une année scolaire. Pour nous, c'était important de bien associer l'ensemble des acteurs au projet. Il y a eu aussi du travail autour de la sensibilisation. Donc, j'ai parlé des stéréotypes, la question des stéréotypes qui avait été travaillée par l'équipe enseignante, mais c'est aussi la sensibilisation à la ressource bois qui a été faite. Parce que à partir du moment où ils ont travaillé aussi sur ce mobilier-là, l'idée c'était de sensibiliser les élèves à ça. Nous, notre objectif maintenant, donc on va travailler la troisième école là très prochainement, c'est de gagner en autonomie sur cette question-là. Donc le CAE est là pour nous accompagner sur les 3 écoles. Nous, l'objectif, c'est qu'après, on se sente suffisamment à l'aise pour continuer le travail avec d'autres écoles dans un plan pluriannuel. Donc ça, c'est un gros enjeu en termes de méthode à notre niveau. Là, la première cour qui a été réalisée, donc ça fait 1 an qu'elle est en fonction, on n'a pas encore le retour de comment les élèves occupent l'espace, parce qu'il faut laisser aussi du temps pour s'approprier. Et puis, en termes de timing, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de revenir, de constater, de prendre le temps d'observer, etc. Mais c'est quand même un objectif à plus d'1 an. Ça va être intéressant pour nous d'aller voir comment ça se passe. Donc la photo par contre que vous pouvez voir, ben, du coup c'est la danse d'inauguration de la première cour d'école. Voilà, il y avait toute une petite fête proposée. Autre sujet qui s'est invité dans les écoles, qui n'était pas inscrit au démarrage dans notre plan d'action égalité, c'est la question des toilettes mixtes.
Alors, un sujet qui peut être délicat, on va pas se mentir. C'était un souhait de notre élu référente à l'éducation de porter ce sujet-là. Il y a une école qui était très volontaire pour y aller et ça, c'est primordial en fait hein, sur ce sujet. C'est primordial que l'équipe enseignante soit mobilisée et que l'équipe du périscolaire, encore une fois, soit aussi acteur sur ce type de projet. Parce que quand vous touchez à la question des toilettes, vous touchez à la question de l'intimité. Vous revenez à des questions d'éducation. On entendait beaucoup les garçons, ils laissent les toilettes sales. Les filles, elles ont peur qu'on les observe, elles ont peur qu'on les entende. Enfin, il faut vraiment pouvoir travailler ces questions-là. Donc, ce qui a été fait, c'est du coup de retoucher complètement les sanitaires dans cette école et de faire tout un bloc de WC mixte. Donc, au bout de 3 jours, ça a été la catastrophe. Des collègues du périscolaire ont mis des affichettes sur les portes parce que les petites filles n'osaient plus aller aux toilettes. Les parents se plaignaient que leur petite fille n'allait plus aux toilettes. Vraiment, on n'était pas loin de laisser tomber. Mais la collègue qui était en charge de ce sujet a tenu bon. Elle a retravaillé la question. Et au final, on se rend compte que avec le temps, le changement a pris. Voilà. Pourquoi le changement a pris? Parce que toute l'équipe enseignante et périscolaire s'est emparée du sujet. Après, dans les points d'amélioration qu'on a identifiés, c'est si on reproduit l'exercice dans une autre école. Donc, engagement de toute l'équipe, ça c'est indispensable. Et deux, c'est en termes de matériel choisi. C'est vrai que pour le coup, nous, on avait des blocs sanitaires avec des cloisons et des portes qui n'allaient pas jusqu'en bas. Et c'est le défaut, en fait, de nos blocs sanitaires actuels, parce que c'est là où il y a cette inquiétude par rapport à on va m'entendre, peut-être qu'on peut passer la tête par en dessous et garantir, en fait, cette intimité respectée. C'était vraiment le gros nœud. Donc, c'est notre point d'amélioration, il serait là-dessus. Donc, si ça vous intéresse ce sujet-là, je vous invite à faire attention à ce point. Deuxième action dont on va parler, on sort des écoles et là on part dans les transports, donc l'arrêt de bus à la demande la nuit. L'objectif c'est de sécuriser les femmes dans les transports en commun, donc dans l'espace public. Alors, le principe, c'est qu'une femme ou un homme, parce que je reviens à cette question aussi de l'universalité au final de ce qu'on met en place dès qu'on touche à la question du genre. Donc, une femme ou un homme qui utilise le bus sur les lignes nocturnes peut demander au chauffeur de l'arrêter entre deux arrêts de bus. Comme ça, l'idée, c'est qu'il soit plus proche de son domicile quand il descend du bus. L'idée, c'est vraiment de répondre au ce sentiment d'insécurité. On n'avait pas des chiffres disant qu'il y avait une forte agression, de fortes agressions à la sortie des bus, mais plutôt un sentiment d'insécurité. Donc, c'est une action qui avait déjà été envisagée par l'opérateur Bed Armor Transport il y a quelques années et qui avait été rejetée par l'agglomération à cette époque-là. Donc, comme c'est l'agglo qui a la compétence. Donc, la ville avait inscrit cette action dans son plan d'action et a demandé à l'agglomération de revoir sa position. Et on a été entendu. La vice-présidente en charge des mobilités est aussi une élue de la ville. Ça a peut-être aidé. Mais Bed Armor Transport était extrêmement volontaire aussi pour y aller. Donc ça, c'était très précieux. Du coup, le service est en place depuis novembre. L'idée, c'était de commencer sur la session où la nuit tombe plus tôt, bien évidemment. Donc, on n'a pas encore les éléments de bilan. C'était dit qu'on ferait un bilan à 1 an pour voir comment ça a été utilisé. En termes de mise en place, c'était pas compliqué. De ce que nous expliquait l'opérateur, c'est que pour eux, ils avaient juste à sensibiliser les chauffeurs, à les informer de cette disposition. C'est la responsabilité du chauffeur de décider s'il s'arrête ou s'il ne s'arrête pas au lieu indiqué par la personne, puisque ça engage sa responsabilité en cas d'accident à la sortie du bus. Donc, il devait vérifier que les questions de sécurité étaient suffisantes pour permettre cet arrêt à la demande. Et après, il y a eu une campagne de communication. Et donc, vous voyez une des images utilisées pendant la campagne qui a été mise en place à destination de la population. Voilà, donc ça, on est extrêmement content que ça ait pu être mis en place cette année.
La troisième action, donc féminiser les noms d'espaces et d'équipements publics, donc comme a pu présenter Quimperlé tout à l'heure. Euh, alors on n'a pas un taux de féminisation des rues aussi élevé que Quimperlé à ce jour. On reste encore dans la moyenne nationale malheureusement, mais nous avions un énorme retard à rattraper. Là, l'idée, c'est que on puisse du coup nommer davantage de rues, d'équipements publics avec des noms de femmes. Parmi les 16 dénominations qui ont été réalisées par le comité consultatif, 9 concernaient des personnalités sur ces ont engagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Oui, en plus, la féminisation des noms, là, moi, je m'insurge un petit peu parce que, en fin de compte, on aurait tendance, oui, René, le monsieur le maire, oui, René, mais c'est souvent des impasses. Alors, j'ai refusé parce que si on, moi, on doit féminiser les noms de rue, je n'ai pas que des impasses. Donc là, dernièrement, on voit la photo, là, c'est une esplanade. Ça a été inauguré la semaine dernière. Et c'est des résistantes aussi, souvent, hein, parce que Saint-Brieuc avait beaucoup de résistantes. Et à l'interne, c'est pareil, on a un projet de, au lieu de mettre des salles bleues, salles des services techniques, là, il faut que ce soit fait. Mais là, il faut que je me batte encore aussi, hein. Voilà. Après, la difficulté, parce que c'est vrai qu'au démarrage, le souhait des élus, c'était de pouvoir rebaptiser des rues. Et en fait, c'est extrêmement coûteux, extrêmement complexe de le Compliqué. faire. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve effectivement avec des espaces qui ne sont pas nommés aujourd'hui ou des équipements municipaux qu'on peut renommer sans que ça ait d'impact par rapport aux adresses postales. Donc, l'idée, c'est plutôt de travailler sur ce pan-là désormais pour pouvoir continuer de nommer des espaces et de donner de la visibilité aux femmes dans l'espace public. La quatrième action qu'on voulait vous présenter, c'était les marches exploratoires, marches sensibles, qui a déjà été évoquée aussi par Quimperlé. Donc nous, on a vu plusieurs exercices différents. La photo que vous voyez, c'est une marche exploratoire dans le même sens que ce qu'a pu expliquer Quimperlé tout à l'heure. L'idée, c'est avec des services techniques, avec les commerçants, les habitants, des associations, on suit un circuit et on identifie les points forts et les points faibles sur l'aménagement. Donc là, c'était une photo d'une marche qui avait eu lieu en 2023. Et donc l'idée, c'est de renouveler en plein centre-ville, de renouveler ça cette année aussi avec des commerçantes et des associations féministes dans le centre-ville, parce qu'on voit bien qu'on a un enjeu en termes de sentiment d'insécurité. Une autre marche qui a été réalisée, c'est une marche sensible qui a été réalisée avec le département et l'agglomération et l'association Genre et Ville. Et donc, c'était très intéressant ce qui a été proposé. C'était pour les techniciens de ces collectivités un parcours en représentant un persona. Donc, on pouvait être une personne âgée, on pouvait être un petit enfant turbulent, on pouvait être une personne malvoyante, etc. Et de faire ce parcours. Donc, on n'est pas que sur la question du genre, bien évidemment. Enfin, c'est dans mes conclusions derrière, mais vous verrez que souvent, c'est des questions d'opportunité aussi, où le genre s'invite, en fait, dans d'autres sujets. Et faut pouvoir s'en saisir de ces opportunités-là. Donc là, on était sur la question de l'accessibilité, la question du genre. Et du coup, tous ces services-là faisaient le parcours, s'arrêtaient sur quelques places et observaient comment la population occupait la place. Donc le constat, c'était par exemple que les femmes passaient sur les places, les hommes restaient sur les places, ils occupaient la place. Puis après, il y a eu un temps à l'aveugle, c'est-à-dire chacun avec un bandeau sur les yeux et juste on fait marcher les autres sens, voir quel est le ressenti. Avec donc sur une de nos places du centre-ville qui est un peu compliquée en termes d'usage, on a des conflits d'usage là-dessus, Jardin LB. C'était aussi ce qui a été ressorti, c'était ce sentiment d'insécurité, au final ressenti rien qu'en écoutant, sans observer, rien qu'en écoutant. Voilà, des points qui ont été identifiés à travailler. Ce qui a pu être identifié aussi, c'était le manque de bancs, le manque de toilettes publiques.
Donc ça, c'était des points qui ont été relevés. Et puis, il y avait un deuxième temps qui était un temps de présentation donc, par l'association Genre et Ville, d'initiatives portées par d'autres collectivités qui ont porté leurs fruits en termes d'aménagement et quelques conseils en termes d'aménagement. Alors, les points positifs, c'est que ça a eu un énorme succès auprès de tous nos collègues qui ont participé, qu'on a eu des vraies pistes de réflexion. Le point négatif, c'est un peu comme ce matin, je voulais vous dire, c'est que étaient présents les personnes qui sont déjà sensibles à la question, déjà intéressées par ce sujet-là, et que pour l'instant, on n'a pas trouvé encore le moyen de sensibiliser davantage. Alors, une des pistes qu'on a vues et qui est du coup au travail dans notre deuxième plan d'action, c'est de mettre en place un comité de pilotage transversal déjà au niveau politique pour que ce sujet-là s'ancre plus facilement dans toutes nos politiques publiques. Et le deuxième élément, c'est de créer un référentiel égalité en interne qui va reprendre toutes les décisions, tous les leviers d'action possibles qu'on a déjà identifiés pour que cette question, en fait, soit pas qu'une question de personne, mais soit vraiment un sujet porté fortement dans la collectivité. Donc, je suis nouvelle arrivant dans la collectivité, j'ai connaissance que ce référentiel existe et je peux m'en inspirer. Je suis pas obligée d'aller chercher des ressources supplémentaires. Il y a déjà une grosse matière qui m'est proposée par la ville. Donc voilà, c'est comme ça qu'on souhaite travailler et faire en sorte que ce sujet avance davantage. Autre point sur la question de la sécurité, elle a été c'est une demande de Quimperlé, donc on va faire un petit focus quand même sur le dispositif Angela. Alors là, c'est pas une question d'aménagement. Dispositif Angela, l'idée c'est d'identifier des lieux ressources pour que une personne, alors encore une fois, on parle de la femme au départ, mais c'est pas que destiné à la femme. Qu'une personne qui se sente en insécurité dans l'espace public, je suis victime de harcèlement, il y a quelqu'un qui me suit, là je me sens pas très bien, puisse identifier des lieux refuges. Elle peut rentrer, ça peut être un commerce, ça peut être un service public. Elle peut rentrer dans ce lieu, demander discrètement si la personne la suit où est Angela. Et ça, c'est un mot de passe, un code bien identifié par le lieu refuge pour comprendre que la personne est en difficulté et qu'elle a besoin d'être mise en sécurité. Donc là, l'idée, c'est de lui proposer un espace non visible du public dans lequel elle peut s'isoler. Elle peut aussi échanger avec la personne qui est formée du coup à la question des violences sexistes et sexuelles. Parce que il lui arrive un problème, il faut aussi pouvoir recueillir sa parole, l'orienter. Donc c'est extrêmement important de former sur cette question-là et appeler à l'aide sa famille, ses amis, voilà, si elle le souhaite, ou juste prendre le temps de se remettre bien avant de repartir. Enfin, voilà, faire vraiment en fonction du besoin de la personne. En quoi la ville a participé là-dedans? En fait, l'objectif de la ville, c'était de faire en sorte qu'on ait des commerçants qui intègrent ce dispositif. Donc, René Mazéo et mon prédécesseur sur la fonction ont fait le tour des commerçants pour leur parler du dispositif, pour les inciter à y aller. C'est une action après qui a été reprise par le service commerce chez nous. Donc, on a des référents auprès des commerces qui font l'exercice aussi. La police municipale aussi est mobilisée là-dessus, puisqu'on a une police municipale très proche des commerçants du centre-ville. Donc on parle du dispositif Angela et après la ville du coup fait signer la charte aux commerçants, la charte d'engagement et propose des temps de formation mis en place par le CIDFF, donc le Centre d'information aux droits des femmes et des familles. Donc on a eu l'année dernière 3 sessions comme ça pour les nouveaux commerçants ou des commerces qui étaient déjà membres du réseau mais qui ont accueilli des nouveaux professionnels. Donc ils envoient ces professionnels se former à la question des violences sexistes et sexuelles. Donc, ce qui est repris pendant la formation, c'est vraiment une sensibilisation générale aux violences sexistes et sexuelles. Et c'est aussi comment accueillir la personne qui est en difficulté et qui demande à accéder au lieu refuge. Voilà. J'avais dit que je ferais assez vite sur cette question-là. Donc, je vais passer au suivant, qui est le dispositif J'allume ma rue, dont on a commencé à parler tout à l'heure. Donc, le principe du dispositif, c'est que l'éclairage public dans le quartier qui est concerné, donc parce qu'on a un seul quartier en expérimentation depuis 3 ans, l'éclairage public s'arrête à 22 heures. Et l'idée, c'est que les habitants du quartier peuvent, avec leur smartphone, allumer en appuyant sur la petite ampoule là, que vous voyez sur la photo, allumer la rue dans laquelle ils se trouvent.
Et comme ça, ils vont pouvoir sécuriser leur parcours. C'est une expérimentation qui court depuis 3 ans avec un nombre d'allumages qui est en augmentation depuis 3 ans, puisqu'on avait 720 allumages la première année, on est à 1300 en 2024, donc une très forte augmentation. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'était au moment de l'installation, parce que le prestataire est à distance et il ne venait pas sur site, ce qui a amené quelques difficultés dans le dialogue avec le service. En coût d'investissement, on est à 6 000 euros pour l'installation, ce qui est un budget, mais qui, au final, en coût de fonctionnement, qui est hyper intéressant par rapport à une autre disposition qui serait d'allonger les horaires de l'éclairage, en sachant qu'on va vite se retrouver avec cette confrontation enjeu de sécurité et enjeu environnemental. Donc, c'est toujours, enfin, en tout cas chez nous, ça reste un sujet de discussion. Quelle est la meilleure heure pour arrêter l'éclairage? Le quartier Saint-Michel avait été retenu comme quartier d'expérimentation parce que c'était un quartier dont on avait renouvelé l'éclairage. Donc on était passé en LED. Le dispositif n'a pas été élargi à ce jour pour 2 raisons. Un, on n'a pas fait d'évaluation pour l'instant auprès des habitants, ce qui est quand même indispensable pour savoir quel est leur ressenti. Et deux, parce qu'il y a eu tout un plan d'investissement pour renouveler l'éclairage public. Donc la priorité financière a été mise sur cette question-là. Voilà pour cette action. Et du coup, la dernière action, c'est faciliter la participation des femmes aux réunions de concertation. Alors, je me suis notée, ça rentre dans la catégorie du on teste, mais on n'a pas encore trouvé la formule magique pour bien y arriver. Du coup, pourquoi cette action? Ben, parce que le constat, c'était qu'on avait très peu de femmes sur les temps de concertation, que quand les femmes venaient, elles prenaient plus difficilement la parole que les hommes. Et quand elles prenaient la parole, elles étaient plus souvent invitées à s'arrêter ou à recadrer la parole, puisqu'elles parlent très souvent de leur réalité, du vécu, du quotidien. Et que dans ce genre de discussion, il y a aussi beaucoup de volonté de discuter du sens, du projet global, etc. Donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait faire en sorte que les femmes se sentent à l'aise à l'idée de venir et se sentent à l'aise dans ces réunions de concertation. Donc la première action qu'on a mise en place, c'est de proposer une garde d'enfants. Enfin, au départ, c'est ce qui a été projeté, proposer une garde d'enfants, mais très onéreux parce que vous êtes sur des horaires atypiques pour les réunions de concertation, horaires du soir. C'était trop onéreux pour mettre en place. Donc, on a laissé tomber cette action-là, mais à la place, on a mis en place un espace sécurisé avec des jeux, des livres pour les enfants. Donc, comme ça, ils peuvent être un petit peu à l'écart, mais quand même vus par leurs parents. Et on assure la sécurité des enfants. C'est un espace qui n'est pas énormément utilisé, qui est à chaque fois utilisé, mais par très peu d'enfants. On a révisé aussi les jours et les horaires de concertation. Donc, on a fait des essais le mercredi, en fin d'après-midi. Voilà, plus ou moins de succès aussi selon les thématiques. On a proposé d'autres formes de concertation, et ça, je pense que c'est un indispensable de se dire qu'il n'y a pas que la réunion de concertation qui marche, mais on met en place des questionnaires. On a testé des forums ouverts aussi, où on allait justement dans les quartiers et les personnes pouvaient passer, ça pouvait venir 5 minutes, 10 minutes avec les enfants, justement. C'est ça aussi qui pouvait être intéressant, c'est que vous pouvez voir des femmes et des enfants. Voilà, ça permet d'offrir d'autres modalités de concertation. On a fait attention aussi à l'animation des temps de concertation, faire en sorte qu'il y ait toujours au moins une femme à animer ces temps de concertation. Euh, on a- alors, de la part d'une des collègues qui était présente, elle m'a dit elle n'a pas vu grandement la différence avec cette action-là, mais c'est quand même un point qui nous paraissait important. Nous, dans nos projets, c'est de continuer. Alors, on a réinscrit cette action dans notre deuxième plan d'action, considérant qu'on n'était pas arrivé au bout du sujet. On n'avait pas encore trouvé la formule magique, donc on continue d'y travailler, d'identifier ce qui se passe dans d'autres collectivités, ce qui a pu marcher, ce qui a pu être mis en place, mais aussi interroger du coup les femmes pour savoir comment on peut les concerter plus facilement. Est-ce qu'il faut qu'on aille à la sortie des écoles, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui arrivent à la sortie des écoles. Est-ce qu'il faut qu'on aille au plus près d'elles? Enfin voilà, trouver d'autres moyens de répondre à cette question. Alors la ville s'est engagée avec l'agglomération dans un projet Erasmus+, pour faciliter la concertation des jeunes dans l'aménagement urbain.
Du coup, on espère aussi, c'est un projet qui court sur 2025-2027, on espère trouver aussi des leviers d'action grâce à ce projet-là qui vont nous servir pour cette cause. Voilà. Donc, en termes de bilan, oui. Donc, je reprends le relais avec la CRL. Donc, en termes de bilan, nous avons réalisé fin 2025 le bilan de notre premier plan d'action. La première leçon qu'on en tire, c'est que nous sommes, oui, très fiers d'avoir réussi à porter autant d'actions en 2 ans. Je vous dirais quelquefois quand même, en conseil municipal, c'est vrai que dans l'opposition, le sujet paraît pas toujours de première importance, mais nous tenons bon. Ce travail d'élaboration et de mise en œuvre du plan d'action a été fortement porté par nos référents et référentes égalité en interne. Et ça, je remercie encore Irel d'avoir réuni parce que bon, elle était sur place. Au début, il y avait une certaine réticence, et puis on s'est aperçu quand même que tous les référents, on a un seul là, on la remercie d'être là, et qu'elles ont bien compris l'importance de ces mises en place de référents. Et je trouve que c'est une belle action qui a été mise. Merci RL de l'avoir vraiment mise en place. Et voilà. Donc, pour notre deuxième plan d'action, nous avons choisi de travailler en priorité de 3 axes. Toujours, bien sûr, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et là, nous travaillons beaucoup aussi. On a fait quand même 2 temps forts, hein, avec une conférence qui a réuni dans un amphi qui était plein, hein, il y avait une centaine de personnes de toutes les associations, de toutes les référents qu'on peut retrouver pour aider les femmes en violence sexistes et sexuelles. Ça a été un grand succès. La lutte contre les violences intrafamiliales également. Et la sécurité dans l'espace public, oui, ça reste toujours, je pense que c'est le problème de toutes les villes, surtout dans cette période difficile où la violence, malheureusement, fait beaucoup de dégâts. Notre deuxième plan d'action sera soumis au conseil municipal le 23 juin. Et voilà, je le prépare avec RL. Et bon, moi, je pense même l'opposition commence à comprendre que c'est une nécessité première. Voilà. Alors moi, je voulais juste ajouter pour les collectivités qui se posent des questions et qui envisagent de travailler ce sujet-là, de l'initier peut-être dans leur collectivité. Nous, ce qui est en point qui fonctionne, c'est la coopération, la mise en réseau, le travail en collectif. Alors nous, on a la chance d'être le chef-lieu du département, ce qui veut dire qu'on a sur notre commune, en plus de la ville, on a l'agglomération, on a le département, on a l'État. Et du coup, on a un chouette réseau en fait qui s'est mis en place et qui nous permet de porter des actions collectivement. Parce que les ressources dédiées à l'égalité sont en général assez faibles. Alors nous, on a la chance d'avoir un budget côté ville, mais aussi on impacte les budgets des politiques thématiques. Et quand on travaille en synergie comme ça en réseau, on identifie plus de ressources et on peut avoir un impact plus important en fait avec les moyens qu'on va mobiliser. Le besoin de formalisation, de légitimer l'action, l'égalité, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est jamais la priorité dans les services. C'est normal parce que chacun a ses obligations prioritaires. Donc nous, ce qu'on a mis en place là pour le deuxième plan d'action, c'est une lettre de mission pour les référents égalité. Pour qu'il y ait du temps dédié, que ça soit inscrit dans l'entretien d'évaluation, qu'on en parle de cette mission de référent égalité. C'est aussi quand on va travailler avec les directions là sur la déclinaison du plan d'action, qu'il y a un cadre posé, un formalisme imposé pour rendre cette mission concrète. Et que ça ne puisse pas être sans arrêt déporté. Donc une méthode projet en fait pour chaque action. Et la nécessité de tenir compte de l'expérience de chacun et de chacune, parce que en fait, on a des experts en fait, de l'usage de la réalité. Il faut en tenir compte, que ça soit dans les professionnels ou dans la population. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important de mobiliser en fait ce regard et cette compétence.
Quelques actions qu'on envisage dans le deuxième plan d'action. Je vous ai parlé de la marche sensible avec l'expérience sensorielle faite dans l'espace public. L'idée, ça va être de travailler ça, par exemple, dans nos parkings. On voit bien qu'on a un gros sujet, sentiment d'insécurité dans les parkings. Donc, on va travailler ce sujet-là. Ce qui avait été demandé, c'est de penser la ville à travers le besoin du petit enfant. Parce que si vous répondez aux besoins du petit enfant, déjà, vous allez parler à beaucoup de mamans. Et du coup, comme ça, on part du plus petit dénominateur commun pour répondre aux besoins de chacun et chacune. Et redonner leur place aux femmes dans l'espace public. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce qu'avait dit Quimperlé sur ces questions-là. J'ai pris pas mal de notes parce que, effectivement, on part aussi sur des animations 100% féminines pour redire que c'est possible. Pour moi, c'est une question aussi comment on aménage nos places, voilà, en fonction de la manière dont ça peut être aménagé. On a parlé des bancs, on a parlé des toilettes publiques, de l'éclairage, de la visibilité aussi qu'on peut avoir dans l'espace, mais ça peut être aussi, si j'ai des marches sur ma place, ben, si mes marches elles sont faites de telle manière, peut-être qu'on peut faire une activité step hyper facilement sur cette place. Enfin voilà, c'est repenser vraiment l'occupation de la place publique par les femmes et dans le débat public avec nos fameuses réunions de concertation. L'allaitement aussi. Oui, ah oui, l'allaitement, on y glisse, que j'ai oublié de parler de l'allaitement, puisqu'on a pour projet du coup de faciliter l'allaitement dans les espaces publics. Et là, on touche la question de l'aménagement, bien évidemment, avec la question des bancs, la question de la localisation. Mais on touche aussi la question du sentiment de sécurité, qui n'est pas qu'une question d'aménagement, qui est une question d'usage. Aussi la question de la culture, de l'éducation, de l'intimité. Enfin voilà, c'est un vaste sujet, mais effectivement, on met dans nos préoccupations. Et j'ai pas parlé non plus des locaux sociaux avec l'évolution du genre. On se pose beaucoup de questions sur demain, c'est quoi l'avenir de nos locaux sociaux et des toilettes, par exemple, dans nos bâtiments municipaux, dans nos lieux de travail, puisque le Code du travail impose des toilettes genrées. Pour nous, c'est une vraie question. Pourquoi maintenir des toilettes genrées? Quel est l'intérêt? Enfin, voilà, on a pas mal de questions autour de ça. Et on a débordé, donc On n'a Il y a pas de- encore pas d'idée, hein. Il y a ça, tous les jours, on peut en trouver, hein. Donc, c'est un problème. Puis surtout aussi, pour les espaces publics, c'est vrai que on a beaucoup plus de mal aussi, la place des femmes et des enfants. C'est une de nos de priorités également. Moi, on va y arriver. Oui. Voilà. C'est en effet un vaste sujet. Il reste beaucoup à faire. En tout cas, un immense merci pour cette présentation. Donc, ce témoignage très inspirant, très clair, très complet. Bravo pour votre persévérance aussi qu'on retient. Donc, en effet, voilà, il nous reste quelques minutes avant de clôturer ce webinaire. On va pouvoir prendre quand même une ou deux questions, notamment une question qui nous est apparue dans le fil de discussion en lien avec le dispositif J'allume ma rue. Faut-il être localisé dans la rue pour pouvoir l'allumer? Les personnes qui ne disposent pas de smartphone peuvent-elles accéder à ce dispositif? Avez-vous un retour d'expérience sur le nombre d'utilisations? Et j'enchaîne avec la deuxième question, qui était une question un petit peu liée sur le nombre d'utilisations et sur finalement la manière dont vous pouvez quantifier, objectiver les événements que vous avez menés. Est-ce que vous avez une idée du nombre de commerçants qui est adhérent au dispositif Angela et également de l'audience que vous avez pu avoir sur les marches exploratoires? Voilà. Ok. Laisse répondre aux deux Alors, questions. sur J'allume ma rue. Donc oui, il faut être géolocalisé avec son téléphone portable pour pouvoir allumer. Donc vous appuyez sur l'ampoule et en fait le système va s'allumer et s'éteindre en fonction de votre avancée dans la rue. Ça veut dire qu'effectivement il faut avoir un smartphone et ça pour nous c'est une question et c'est pour ça que c'est important de faire un bilan avec les habitants du quartier aussi pour identifier et les habitants du quartier ou les utilisateurs du quartier qui n'auraient pas forcément connaissance de ce dispositif-là. Avant d'envisager un déploiement, c'est une vraie question hein, de revenir vers la population. Pour la première expérience, par exemple, moi j'habite ce quartier, c'est pas parce que j'habite ce quartier que ça a été fait. Là, j'ai découvert moi-même en même temps que les autres. Il y a aussi des quartiers typés avec plus de personnes âgées. Donc, l'histoire avec le téléphone, ça n'a pas été facile techniquement parce que, bon, certaines personnes n'avaient pas de téléphone et d'autres bah, sont rébarbatives. Elles n'arrivaient pas à faire cette action-là. Donc, on les a aidées aussi à faire cela. Parce que les personnes âgées également se sentent aussi en sécurité, surtout l'hiver, hein, la nuit tombe vite, en sachant qu'elles rentrent plus tôt à la maison, mais ça s'est bien passé.
En nombre d'utilisations, j'ai le nombre d'allumages. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on est passé de 700 à 1300 sur la troisième année, 700 la première, 1300 la deuxième année. J'ai pas le nombre d'utilisateurs. Par contre, ça, je sais pas répondre à cette question-là. Je pourrais poser la question au service, mais moi, je n'ai pas cette réponse-là. Sur le dispositif Angela, on a une quarantaine de commerçants aujourd'hui qui font partie du dispositif. Alors, c'est quelque chose qu'il faut animer, hein. Vraiment, nous, aujourd'hui, celle qui porte cette action-là, c'est la coordinatrice du CLSPD, donc le Conseil local pour la sécurité et la prévention de la délinquance. C'est elle qui porte le dispositif en lien avec le service commerce et la police municipale. Euh, ce qui est en projet, là, c'est que l'agglo va intégrer le dispositif, l'agglomération, et il y a eu un temps de présentation de ce dispositif à toutes les communes de l'agglomération, et il y a une volonté vraiment collective d'adhérer au dispositif. Ce qui va permettre pour nous aussi un effort de communication, en fait, enfin un impact en termes de communication plus important, et c'est extrêmement riche. Nous, on doit aussi à faire à ce niveau-là, c'est que tous nos sites municipaux soient identifiés le refuge, ce qui n'est pas encore le cas. Et là, en ce moment, à la ville Saint-Brieuc, vous avez vu peut-être, on a un festival à Rock hein, qui a à peu près 60 000 personnes qui viennent en 3 jours. Et ils nous aident beaucoup aussi ils en parlent aussi, et parce que ce système, ils utilisent ça, ce système de sécurité pendant cette période quand même où il y a beaucoup de monde et la nuit. Et ils sont porteurs aussi de cette action, en tout cas pour la communication. Ouais. J'ai pas écrit la troisième question, du coup. La dernière question, c'était sur l'audience des marches exploratoires. Ah oui, l'audience des marches exploratoires. Alors là, c'est très variable selon les quartiers. En général, quand on a un comité de quartier qui est fort, il y a une bonne représentation sur ces marches. Là, on a prévu alors, la prochaine marche. Encore une fois, hein, c'est pas qu'une question de mixité. On va toucher une question de sécurité des femmes, etc. On va toucher toutes les questions en termes d'aménagement de l'espace. La prochaine marche, elle a lieu la semaine prochaine dans un quartier où on espère bien effectivement avoir une forte représentation des associations, souvent des associations et des habitants qui sont présents. C'est important pour nous d'avoir les commerçants aussi présents. Donc, dans la marche exploratoire qui avait été faite, pardon, en centre-ville en 2023, on avait pas mal de commerçants présents. Voilà, c'est variable d'un quartier à un autre. Par contre, c'est vrai qu'il y a un gros effort de communication qui est fait par le service qui porte ces marches-là pour qu'il y ait un maximum de présence et que ça soit du coup pertinent et efficace. Encore aussi une autre action, là, excusez-moi, hein, je n'y avais pas pensé, c'est donc la pratique du sport par les femmes dans les salles fermées. Il y avait aussi, on a travaillé avec la commission du sport et puis on a trouvé une salle où les femmes pourraient avoir plus de place parce que voilà, c'est une salle de sport où il y a des hommes aussi, mais préférence aux femmes, parce qu'elles se trouvent, elles ont du mal à avoir un exercice sportif dans certaines salles, parce qu'ils occupent, voilà, ils occupent toute la place, quoi. Donc, on a trouvé une salle de sport, l'ancienne, une salle de sport qui était donc liée à l'implantation de l'ancienne école normale. Donc, quartier tranquille, et bon, on accepte quand même des hommes, mais c'est quand même plus. Donc, vous expérimentez également la non-mixité, ça fait écho au témoignage de Quimperlé. Merci beaucoup, il est 12h01, donc on va peut-être conclure maintenant. Peut-être qu'on peut donner le mot de conclusion à Frédéric Pondémer. Si vous voulez réagir à votre publication dans le fil de discussion, on peut vous laisser la parole, quelques secondes. Non, non, j'ai pas vocation à conclure. Je me suis inspirée, j'ai pris beaucoup de notes. C'était juste pour mettre un visage, c'est plus agréable. Donc merci pour l'initiative. Et donc je voulais juste vous dire qu'il existe un lieu qui est à la disposition de toutes et tous. Et donc voilà, un réseau. Je vais pas tout vous raconter, mais il y a l'opportunité peut-être qu'on fasse des petits temps jeudi 3 juillet après-midi. Mais vous avez toutes reçu des mails normalement avec l'invitation. Donc la date est compliquée, mais je sais plus comment faire. Mais en tout cas, c'est un moment à votre disposition pour, un coup de pouce égalité, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux signer la charte, je sais pas comment, la question des espaces publics, enfin, quels que soient les sujets,
C'est à votre disposition. C'est des temps pour prendre des contacts, échanger des ressources. C'est 20-25 minutes, c'est l'après-midi. Voilà, je suis à votre disposition pour monter ça et organiser ça à votre service. Merci beaucoup, super. Merci. Donc une date à noter. Et donc je remercie de nouveau nos quatre intervenants de la matinée pour voilà, la présentation de ces partages d'expériences qui, on l'espère, vous aura inspiré. Et voilà, et merci pour toutes ces actions très complémentaires que vous avez pu exposer. Juste avant de vous quitter, je propose de donner de nouveau la parole à Marianne Pepeff pour vous faire un petit rappel sur les ressources du cycle Les Territoires Innovent et où retrouver notamment le support de présentation et le replay du webinaire de ce matin. Merci Margot. Donc, les territoires innovent, c'est des webinaires, des replays, des fiches de capitalisation. Vous pouvez trouver le support et la fiche, enfin, vous pourrez, pardon, trouver le support et la fiche de capitalisation du webinaire sur la page Les territoires innovent du site de l'Adréal, que je viens de vous mettre que je viens de vous mettre aussi dans le chat. Exceptionnellement, il y avait un lien de téléchargement du support pour aujourd'hui, puisqu'on n'a pas eu la possibilité, enfin, ma collègue de l'Adréal n'a pas eu la possibilité de mettre le support sur le site pour un petit souci de site internet. Et ce sera le cas dès que ce sera possible. N'hésitez pas donc à aller voir sur notre chaîne YouTube les replays. Je vous l'ai mis en chat en début de rencontre. Les supports et les fiches sur le site de l'Adréal, sur la page des territoires Innov. Une fois que toutes les capitalisations liées à la rencontre d'aujourd'hui seront disponibles, toutes les personnes inscrites recevront un message avec les liens qui vont bien. Et puis, si ça n'était pas encore le cas, mais normalement, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, ça l'est, vous pouvez vous inscrire via un formulaire pour recevoir les prochaines actualités, les territoires innovent, donc des webinaires, des rencontres sur les questions d'aménagement durable, de sobriété foncière et de centralité organisées par l'État en région, la région Bretagne, l'établissement public foncier et la Banque des territoires. Et nous nous retrouverons après l'été pour le rendez-vous annuel sur les questions de sobriété du foncier économique piloté par l'établissement public foncier. Merci beaucoup Marianne et merci beaucoup à tous aux 60 personnes qui étaient connectées avec nous ce matin.